cœur de la campagne française se dresse un édifice majestueux commandé par le roi Soleil. Surnommé le Petit Versailles du Haut-Anjou, ce monument reflète la splendeur du grand classicisme. On vous raconte l'histoire fascinante de ce chef-d'œuvre où chaque détail architectural révèle un chapitre du passé et où des figures emblématiques, comme le lieutenant de gendarmerie de Louis XIV, ont laissé leur marque inoubliable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au plein cœur de la Mayenne, territoire vallonné et verdoyant pour vous présenter ce petit bijou architectural. Ce château, surnommé le Petit Versailles du Haut-Anjou, a été édifié sur la commande de Louis XIV, le roi Soleil, pour l'un de ses plus fidèles lieutenants de gendarmerie. La construction a débuté à la fin du XVIIe siècle et sera finalisée en 1725. Ce château est aujourd'hui à la vente et c'est l'opportunité rare de détenir une partie de l'architecture et de l'histoire de France. Durant cette visite, on va être accompagné de Florence, l'agent en charge de la commercialisation du château, qui va nous partager son expertise sur le domaine et sur les lieux. Le château de Magnan se situe au cœur de la Mayenne, à environ 30 km de Laval et 3 heures de Paris. Historiquement, cette région est appelée le Haut-Anjou. Elle est vraiment caractéristique de la douceur angevine. L'architecture ici est un parfait exemple du grand classicisme, architecture utilisée sous Louis XIV. On a ici des lignes droites, un château sobre, une symétrie et une harmonie parfaite. Le château, par lui-même, est majestueux et impose de par sa grandeur. Ce style architectural est très utilisé et fait aussi référence à la Grèce et à la Rome antique, notamment avec des éléments architecturaux et décoratifs tels que les colonnes doriques, ioniques ou même corinthiennes. L'idée étant d'avoir une architecture intemporelle et indémodable. On l'a dit, ce château a été édifié sous Louis XIV pour l'un de ses plus fidèles lieutenants de gendarmerie. L'architecture est parfaite et ce qui se fait certainement de mieux, dû à deux architectes que sont Mansart et Le Nôtre, qui ont tous les deux travaillé au château de Versailles. On arrive ici dans la cour d'honneur du château. Cette cour d'honneur est côté levant, comme à Versailles, le soleil se levant juste devant moi. Pour arriver dans cette cour d'honneur, on passe ce petit pont qui enjambe les douves du château. C'est très intéressant, pourquoi on a des douves? Déjà, ça apporte cet aspect romantique à ce château, mais c'est surtout qu'avant, on avait ici un château, une forteresse médiévale, toujours propriété de la famille Racapé. Cette forteresse médiévale date du XVe siècle et c'était assez classique à l'époque de transformer ces vieilles forteresses à usage militaire en demeures de villégiature. C'est donc Michel Racapé qui, à la fin du XVIIe siècle, a fait ériger le château que vous voyez derrière moi. La fin de la construction, c'est son fils qui va le terminer. Il va le terminer sous la Régence. La Régence, c'est la période de l'histoire de France où le régent, Philippe II d'Orléans, a pris le pouvoir parce que Louis XV était encore mineur. Le style architectural de la Régence, on va surtout le retrouver sur l'intérieur du château, vu que c'est la dernière chose qui a été bâtie et édifiée. C'est un style qui va mêler le classicisme et le style rocaille sous Louis XV, avec une symétrie et des formes qui commencent à être un petit peu plus légères. Bordant la cour d'honneur, on arrive devant ce très joli pavillon à la toiture mansardée et ponctué de deux petites ailes. Ici, ce pavillon est très intéressant de par son architecture. On pense qu'il a été édifié plutôt début du XVIIIe siècle et son fronton triangulaire est très intéressant. On va retrouver de graver et de sculpter des gerbes de blé et des grappes de raisin parce que ici, ce bâtiment servait à collecter l'impôt, les avantages en nature des 13 fermes attenantes et rattachées au château. Dernier détail architectural intéressant, sur ce fronton, on a aussi la corne d'abondance qui est sculptée. On a traversé la cour d'honneur du château et on se retrouve ici en contrebas. On est devant cette façade rectiligne. On verra la façade de l'autre côté est différente, c'est beaucoup plus symétrique avec deux pavillons en retour, le pavillon de chasse et l'orangerie. On va maintenant emprunter cet escalier à double révolution
pour accéder au devant de la propriété. On se retrouve ici sur le perron ovale du château avec ce garde-corps en fer forgé qui nous donne une vue surplombant vraiment l'arrière du domaine avec la vue sur la vallée, sur la plaine, sur la Mayenne tout au bout et les différents bâtiments qui sont sur le côté. Je suis ici vraiment impressionné par la grandeur. Le château est très imposant et on se sent tout petit mais certainement à notre juste hauteur par rapport aux siècles qui ont défilé ici. Concernant l'architecture du château, on a de très jolis épis de faîtage, on a des gargouilles assez étonnantes et des pierres de chaînage en tuffeau. Le fronton, lui, est curviligne, il est très imposant, il est très grand. Et juste en dessous du fronton, on a des pilastres antiques qui surplombent la porte principale qui va nous mener au hall d'entrée du château. Vous l'avez vu, on est passé par la porte d'origine du château, porte en chêne massif, qui est très intéressante parce qu'elle comporte les armoiries de la famille Racapé, la famille qui a bâti le château. On a donc le casque de Racapé. Le hall est très impressionnant par sa grandeur, sa hauteur. Et regardez cet escalier d'origine du XVIIe, de la période de construction du château, avec cette rampe en fer forgé qui vient parfaitement habiller l'escalier à simple révolution. On a également sur cet escalier des marches en marbre rose. Vous allez voir, on va le retrouver un petit peu partout, ce marbre rose, à différents endroits dans le château, qui est veiné de blanc. On voit vraiment ici que la famille était très puissante, ça donne le ton, ça va donner le ton sur la suite de la décoration. Et justement, on va retrouver Baptiste qui va nous présenter l'ensemble des intérieurs du château, à commencer par le salon d'apparat. Après la famille Racapé, la famille Latulay prend possession des Leux en 1755. Le château passe ensuite aux mains des Sabran-Pontevès en 1870. En 1923, le duc revend Magnane au baron Creuset qui décédera en 1967. Depuis le début des années 2000, le propriétaire actuel s'emploie à la conservation de ce château et à son embellissement. Le rez-de-chaussée est composé de plusieurs pièces en enfilade, composées de boiseries laissées au naturel. Et donc là, on arrive dans le séjour, le salon d'apparat. Ce salon d'apparat va être une pièce particulière de ce château. Pourquoi? Parce qu'il compose plusieurs pièces historiques et importantes de cette propriété. On va tout d'abord voir l'ensemble des 4 peintures de Nicolas Lancret qui représentent les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Nicolas Lancret rentre à l'Académie royale en 1719 et il sera réputé justement pour ses peintures, ses scènes de genre, ses paysages, ses fêtes champêtres, et il sera très vite reconnu et exposé, donc notamment dans les musées du Louvre et également à New York. Autre élément important de ce salon d'apparat, ce sont les trumeaux. Ces trumeaux ont été réalisés par Antoine Watteau, directement dans son atelier Crépin, à côté de Notre-Dame. Le salon est bien sûr accompagné, tout comme les autres pièces du château, par des cheminées en marbre. Et on voit d'ailleurs un marbre qui rappelle un petit peu le marbre rose de l'escalier que l'on a vu tout à l'heure. On a vraiment au sein de ce château une uniformité, une union parfaite dans sa décoration. Donc on a une belle cohérence et je vous invite maintenant à me suivre pour le salon champêtre et le salon musique. En 1958, le château est classé au titre des monuments historiques. Pour relever le défi, le propriétaire actuel s'attelle à de gros chantiers de rénovation, comme les appuis de fenêtres en tuffeau, les pieds de lucarne, les huisseries. Toujours en accord bien sûr avec l'architecte des bâtiments de France. Parmi les gros chantiers, la dépose et la restauration de l'ensemble des boiseries du château. Une autre phase importante des travaux a été la réfection complète de l'électricité, de la plomberie, du chauffage pour être vraiment en accord avec le confort moderne. Un autre gros chantier a été la plantation de 22 000 arbres d'essences différentes
pour reboiser le domaine. Dans la continuité du salon d'Apparat, on va retrouver ici ce salon champêtre. Champêtre, pourquoi? Parce qu'il y a ces boiseries finement sculptées qui représentent justement cet aspect, cette atmosphère champêtre, et on le voit avec les paniers de fleurs, ce travail de sculpture qui a été fait. On retrouve également les peintures d'Antoine Watteau, une nouvelle fois, et juste ici, une chapelle consacrée à la Vierge Marie qui sera bénie en mars 1731 et qui montre justement la présence de cette pièce, montre la grandeur et l'importance des propriétaires du domaine. Par la suite, nous allons trouver ici un salon musique. Dans ce salon musique, on va également retrouver des sculptures dédiées à la musique, donc sur ces boiseries, les peintures d'Antoine Watteau et notamment le Pierrot musicien à l'entrée de cette pièce. Donc vraiment, on retrouve dans ce château une cohérence aussi dans l'aménagement des pièces et l'ensemble des ornements des différentes boiseries. Par cette porte dérobée, on va retrouver une partie plus moderne dans l'aile nord du château où l'on va retrouver une cuisine ainsi qu'une piscine. De quoi vraiment avoir le confort moderne et du loisir pour les propriétaires du château. Après avoir fait l'acquisition du château en 2005, le propriétaire actuel s'y installe avec sa femme et leurs 4 enfants. L'objectif étant vraiment de faire de Magnane une maison de famille, une maison vivante, mêlant à la fois le moderne et l'ancien. Il va dès lors conjuguer patrimoine historique et art de vivre contemporain. Dans la continuité du hall, on va retrouver juste ici le bureau du propriétaire. On remarque dans ce hall et dans le hall d'entrée qu'on a un sol en damier marbre, donc un très beau sol d'époque très patiné. Et là, on va rentrer dans une pièce maîtresse de ce château, c'est la salle à manger. Nous arrivons maintenant dans une des pièces les plus authentiques du château. Cette pièce est vraiment authentique, pourquoi? Parce qu'on va retrouver les boiseries avec les sculptures ici qui rappellent, donc avec la fourchette, la cuillère, le verre qui va rappeler une salle à manger ici. On retrouve un plafond à la française et également 2 meubles. Ici, on va trouver un vaisselier qui porte les armoiries des rats capés et également cette frise qui sera produite sur cette table à manger, et donc voilà une preuve en fait de l'authenticité de ce lieu. Également une cheminée, comme dans l'ensemble des pièces du château, ici une cheminée en coquille avec une plaque de fonte qui va rappeler les armoiries des rats capés ainsi que la couronne de marquis. Cette pièce, en plus d'être authentique et d'avoir une atmosphère particulière, elle est éclairée en lumière traversante grâce à ces 4 baies vitrées. Et donc là, on a vraiment une émotion particulière quand on est dans cette pièce, parce qu'on ne peut que imaginer, depuis la construction de Louis XIV, qui a pu ici manger, avoir des repas, festoyer dans cette pièce. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on traverse et qu'on visite cette pièce. Nous terminons la visite du rez-de-chaussée par le salon billard. Un des éléments remarquables de ce salon billard, c'est sa cheminée. Sa cheminée est en marbre moucheté rosé, comme la plupart des cheminées de ce rez-de-chaussée. On arrive en haut de cet escalier d'Apparat. On peut le voir, hein, le rôle principal de cet escalier est quand même de mettre en valeur les propriétaires de ce château. C'est voilà, un escalier majestueux, donc on en profite. Et on arrive sur ce très grand palier qui va donc desservir les 2 ailes. On est en symétrie parfaite et on va retrouver 3 chambres ici, sur cette aile sud. Et on va retrouver sur l'aile nord la master. Et vous allez voir, elle est assez impressionnante. Donc on est ici dans
la chambre principale. On pense d'ailleurs qu'ici, cette pièce était une galerie. C'était vraiment à la mode à l'aube du XVIIIe siècle, notamment à Versailles et dans les hôtels particuliers parisiens. On retrouvait de très grandes galeries et donc l'éclairage, la lumière traversante fait vraiment penser à ce type de pièce. De plus, on peut vraiment savourer une vue impressionnante sur l'ensemble du domaine du château. Après être passé par la cuisine, car dans ce château, la cuisine était sous la salle à manger. Les plats étaient préparés donc ici par le personnel avec leur salle à manger et il y avait un monte-plat qui permettait de justement ramener les plats dans la salle à manger qui se trouvait juste au-dessus. On va donc finir la visite de ce château, des intérieurs de ce château, par cette pièce qui est la salle des gardes. Une salle des gardes, pourquoi? Parce que le marquis de Racapé a été nommé maréchal de gendarmerie, qui était un titre très élevé et donc qui méritait, qui nécessitait d'avoir une équipe de garde en demeure. Donc on trouve ici une salle de garde qui avait pour utilité l'entraînement des gardiens, l'entraînement des soldats présents ici et bien sûr faisait office aussi de pièce pour ces gardiens. Pour l'architecture de cette pièce, on va avoir ici un plafond voûté qui montre la structure importante de ce château, vraiment une très très grosse structure, voûte en pierre, et on va retrouver également ces colonnes de marbre rose, une nouvelle fois, hein, comme les cheminées, les marches de l'escalier du hall. Ça va montrer une nouvelle fois encore cette unité dans la décoration de ce château et également l'authenticité de ce château parce que tout est resté d'origine. On voit que voilà, tous les éléments de structure, les éléments de construction sont encore présents. Il y a aujourd'hui à la vente plus de 1000 châteaux en France. Pourquoi Magnane est unique? Parce que en fait, Magnane a été édifié sous Louis XIV par des architectes de renom qui ont notamment travaillé à Versailles. C'est un des plus beaux châteaux de France. Aujourd'hui, on sait que c'est un patrimoine qui est extrêmement recherché par de la clientèle française, mais également internationale. On se retrouve dans les jardins, côté soleil couchant, comme son nom l'indique. C'était ici un bâtiment exposé tel qu'à Versailles, est-ouest, donc on est ici au coucher du soleil, parmi les jardins à la française. On est devant le pavillon de chasse, avec son fronton sculpté et orné d'allégories de la chasse justement. Et l'intérieur de ce bâtiment servait à l'époque de stockage pour les armes, les munitions, et on y faisait aussi de grandes fêtes, de grands festins pour célébrer les trophées de chasse. Le pavillon de chasse symbolisait à l'époque un mode de vie aristocratique et très luxueux et il symbolisait justement le pouvoir et les grandes fêtes avec les personnages qu'on pouvait accueillir ici. À l'image du pavillon de chasse, ça peut être une résidence familiale privée, ça peut aussi être, pourquoi pas, une résidence hôtelière de luxe. Son inscription au monument historique est avantageuse et lui permet de bénéficier de toute une série de déductions, notamment au niveau des travaux et fiscales. Les jardins à la française ici ont été dessinés par Lenôtre, le même jardinier qu'à Versailles, le célèbre Lenôtre. Et ils sont très symétriques, très visuels et ça symbolisait la puissance qu'avait le propriétaire des lieux ici. Le paysage est magnifique ici, au cœur de ces jardins à la française. Les deux corps de bâtiments qu'on a en retour du logis nous rappellent ce qu'il se faisait de mieux durant le règne de Louis XIV. Les plâtres décoratifs nous font également penser à l'architecture de Vaux-le-Vicomte.
Pour compléter ce domaine, on a également un grand et vaste parc. On a un accès privatif à la Mayenne qui est navigable. On a le droit de ponton. On peut donc naviguer depuis la propriété sur la Mayenne. L'ensemble est paisible, boisé, on est à moins de 3 heures de Paris. C'est un cadre exceptionnel et très recherché. Merci Florence pour cette intervention. Ça a été un réel plaisir pour nous de découvrir ce château à l'architecture si unique, certainement l'un des plus beaux châteaux de Mayenne. On l'a vu notamment à la qualité des décors. Les plus beaux décors, les plus belles boiseries sont ici, se trouvent dans ce château et sont surtout intactes depuis le XVIIe siècle. C'est quelque chose qui est très rare et qui mérite d'être souligné. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire. On les lit tous, ça nous fait très plaisir. Et comme d'habitude, à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir.